Maintenant, venons-en au cours de l'espace public, théorie politique de l'espace public, en cours en deuxième année. L'espace public, comme je l'ai dit il y a 2 jours, si je ne me trompe pas, lorsqu'on parle d'espace public, par exemple, aujourd'hui, on peut constater le périmètre en dehors de votre entourage, le périmètre en dehors de votre maison. Si vous êtes dans ce périmètre-là, vous pouvez dire que vous êtes dans l'espace public. J'ai donné l'exemple de la route. C'est un espace public parce qu'il y a des voitures et chacun l'utilise à ses finalités. Il y a le terrain de football, c'est un espace public parce que toujours des gens s'y regroupent à des finalités qui sont propres. Il y a aussi l'université, il y a les hôpitaux. Toutes ces entités-là que je viens de citer constituent des espaces publics. Mais lorsqu'on parle d'espace public politique, il y a une différence. L'espace public est défini comme tout lieu dans lequel on traite des questions qui sont relatives au fonctionnement de la cité. Il ne suffit pas d'être dans un lieu où des gens se regroupent pour dire que nous sommes dans le cadre d'un espace public. Il y a le volet de la politique qui détermine ou qui différencie l'espace public tout court et l'espace public politique. Aujourd'hui, les lieux ou les instances de décision où nous traitons des questions qui sont relatives au développement du pays, ce sont ces espaces-là que l'on appelle espaces publics politiques. Et j'ai donné l'exemple de l'Assemblée nationale. C'est le lieu par excellence où nous traitons des questions qui sont relatives au fonctionnement de la cité. C'est le lieu où nous délibérons par le public, parce qu'il y a des représentants qui sont délégués par le peuple et qui traitent des questions qui sont relatives aux lois, par exemple les projets de loi, les propositions de loi. Donc c'est ça que l'on appelle espace public, le lieu où nous parlons des questions qui sont relatives au fonctionnement de la cité ou aux questions de développement. Maintenant, ce cours d'espace public est structuré en plusieurs parties. D'abord, nous allons parler de l'espace public athénien, de l'espace public grec, Athènes, qui est la capitale de la Grèce. En Grèce antique, il y a ce qu'on appelle l'agora. L'agora, c'était le lieu par excellence du débat, des échanges concernant le fonctionnement des affaires de la cité. C'est là que les sophistes se regroupaient et chacun essayait de montrer son éloquence, ce qu'on appelait les sophistes, c'est ceux qui avaient l'art de convaincre les gens, ceux qui avaient l'art de l'éloquence, ceux qui savaient manier la parole pour convaincre les gens. C'était l'espace public grec qui était dénommé l'agora. Mais cet espace public grec n'était pas un espace démocratique parce que c'est un espace qui était sexué. Ça veut dire que dans le traitement des questions de la cité, il y avait une certaine discrimination entre les sexes. C'est pourquoi on parle d'espace public sexué, parce que les femmes étaient reléguées au second plan. Pour eux, les femmes devaient rester dans leur ménage pour s'occuper des travaux domestiques, mais n'avaient pas le droit ou la plénitude de leur devoir pour exercer des droits de vote. Les hommes, qui étaient l'élite de la société, devaient donner leur point de vue sur les questions qui renvoient ou qui sont afférentes à la société. Mais les femmes devaient rester chez elles pour s'occuper de tout ce qui est travail domestique. Donc en Grèce, il n'y avait pas cette démocratie-là, parce que cette démocratie n'incluait pas toutes les parties prenantes. Ce n'était pas une démocratie participative ni inclusive, parce que il y a des parties de la société qui n'étaient pas convoquées lorsqu'il s'agissait de donner leur point de vue sur la société. Donc c'est pourquoi dit-on que c'était un espace public qui est sexué, car une bonne partie de la société était excluse des affaires de la société. Il y a aussi ce qu'on appelait la domination du sacré, parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette époque-là en Grèce était dominée par ce qu'on appelait les dieux. Ce sont les dieux qui délibéraient, les dieux donnaient leur point de vue. Donc le sacré dominait sur la raison. Il suffisait que les dieux tranchaient sur une décision, que la décision soit effective. On n'attendait pas les points de vue des populations, parce que c'était les dieux qui avaient la prédominance sur toutes les questions qui affairent à la société. Donc, lorsque Emmanuel Kant arrive avec Habermas, on a parlé de la sortie de l'état de tutelle. L'état de tutelle, c'est quoi? C'est un état de dominance. Par exemple, je l'ai dit ailleurs que le ministère de l'enseignement supérieur a la tutelle sur les universités publiques. Ça veut dire que tous les recteurs des universités publiques sont sous la tutelle de l'autorité compétente. Ça veut dire que nous procédons par rapport à leurs ordres. Lorsqu'ils donnent des directives, nous sommes tenus
de les suivre, mais lorsqu'ils donnent aussi des interdictions, nous sommes tenus aussi à les respecter. Donc c'est ça la tutelle. Donc pendant ce temps-là, c'était les dieux qui décidaient du sort du pays. C'était les dieux qui donnaient les décisions, qui donnaient les résolutions sur certains problèmes. Mais les gens, avec leur raison, n'avaient pas le droit de donner leur point de vue sous peine d'être punis. Donc avec Habermas, il dit que on doit sortir de l'état de tutelle avec le siècle des Lumières. La raison doit aujourd'hui dominer sur le sacré. Il faut que les gens utilisent leur raison pour pouvoir procéder à leurs droits politiques et à leurs devoirs aussi politiques. Donc Habermas a dit qu'il doit avoir une certaine liberté dans le traitement des questions sociales. Il doit avoir pas de contraintes. Par exemple, les gens doivent avoir la possibilité de donner leur point de vue sur les questions sociales sans pour autant être contraints à le faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les hommes politiques ne doivent pas forcer les gens à choisir pour telle ou telle option, mais ils doivent avoir toute la liberté, tout le libre échange afin de donner leur point de vue sur les questions sociales. Et il a donné un certain nombre de points ou de caractéristiques. Il a dit que le débat doit être ouvert à tout le monde. Ça doit être un débat inclusif qui implique toutes les parties de la société pour que la discussion politique soit effective. Il ne doit pas avoir de contraintes. Il ne doit pas avoir de contraintes dans le fait de donner son point de vue par rapport au fonctionnement de la cité. Personne ne doit influencer votre décision. Vous êtes autonome dans le fait de donner votre point de vue concernant les affaires de la cité. Il doit avoir aussi de l'information. C'est-à-dire que vous devez informer les gens sans pour autant même les manipuler. Vous ne devez pas utiliser des techniques pour essayer de faire de la démagogie. C'est-à-dire, la démagogie, c'est quoi? Lorsque vous voulez convaincre les gens par que tous les moyens qui sont bons, tous les moyens qui sont bons, vous référez à ces moyens-là pour convaincre les gens. Ça ne doit pas se procéder comme ça dans l'espace public. Donc c'est ce que Habermas dit. Habermas, ce qui est important à retenir dans sa conception de l'espace public, c'est qu'il y a la liberté, il y a la raison et il ne doit pas avoir de contraintes. Il y a de l'autonomie. Les citoyens doivent avoir la facilité de donner leur point de vue sans être contraints dans ces décisions-là. L'État ne doit pas être derrière pour manipuler les gens afin d'orienter leur choix, mais leur choix doit dépendre d'eux. Ils sont autonomes dans le fait de donner leur point de vue. Donc c'est pourquoi il dit que le débat ne doit pas être un débat contraint. Ça veut dire qu'on ne doit pas vous forcer à faire telle ou telle chose. Vous devez avoir de l'information. On doit suffisamment vous informer. Parce que si vous n'êtes pas informé, vous n'avez pas la possibilité de donner votre point de vue. Par exemple, j'ai dit ailleurs que si on vous intéresse par rapport à la question du pétrole, alors que vous n'avez pas d'informations suffisantes concernant cette question-là, vous ne pouvez pas faire des choix, vous ne pouvez pas à forte raison voter concernant ces lois-là. Donc les gens, le gouvernement a la prérogative ou la responsabilité d'informer les citoyens avant de les appeler à voter pour telle ou telle option. Donc c'est ce que Habermas a dit. Il doit avoir l'absence de contraintes. Le débat doit être effectif, impliquant toutes les parties de la société, que ce soit les couches favorisées ou les couches qui sont moins favorisées, les femmes, les enfants, les vieux. Tout le monde est un ayant droit. Tout le monde doit donner son point de vue sur le fonctionnement de la cité. Il doit avoir de l'information, le manque de contraintes, la liberté de donner son point de vue. Ce sont les caractéristiques que Habermas donne pour dire que l'espace public en Grèce, ce n'est pas un espace public, mais c'est un espace public qui était que de nom. Par exemple, il n'y avait pas une effectivité dans le traitement des questions sociales. Les femmes étaient reléguées au second plan. Le sacré dominait sur la raison. Les gens n'avaient pas le droit d'utiliser les raisons pour donner leur point de vue sur la société, parce que les dieux avaient toute cette suprématie-là de trancher sur des questions sociales. Donc, c'est ce qu'il faut retenir concernant cette première partie, la pensée habermasienne de l'espace public. Ce que Habermas prône, c'est la liberté, l'autonomie, le débat effectif et l'information suffisante pour que les citoyens puissent délibérer sur des questions qui leur interpellent. Donc, après cela, il y a ce qu'on appelle les deux techniques en espace public. Il y a l'agir communicationnel et l'agir stratégique. L'agir communicationnel, c'est quoi? C'est le fait de convaincre les gens par la force de l'argument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez être candidat aux prochaines présidentielles, vous devez faire un discours, que ce discours-là ait des arguments, un contenu qui puisse convaincre les gens, que ce discours-là répond aux attentes des populations, qu'à travers ce discours-là, vous utilisez
des programmes, des réalisations pour montrer aux gens que si je serais président de la République, j'aurai la possibilité de répondre à vos attentes parce que j'ai réalisé telle ou telle infrastructure. J'ai créé des hôpitaux, j'ai créé des lieux dans lesquels les gens puissent vraiment avoir des résolutions par rapport à leurs problèmes lorsqu'ils souffrent de certaines maladies. J'ai créé des lieux où les gens peuvent acquérir de la connaissance. Donc si vous me faites confiance et que je sois président de la République, je pourrai répondre à vos attentes. C'est ça que l'on appelle agir communicationnel. Ça veut dire que vous convainquez les gens par la force de vos arguments. Et il y a à côté ce qu'on appelle l'agir stratégique. Et c'est cet agir qui est utilisé par la plupart des politiciens. C'est quoi l'agir stratégique? C'est le fait de convaincre, non pas par la force de l'argument, mais par l'argument de la force. L'argument de la force, c'est que vous utilisez la démagogie. C'est ce qu'on appelle la fin justifie les moyens. Vous faites tout ce que vous pensez que ça peut vous aider à convaincre les gens, même si c'est des mensonges, même si c'est de la manipulation, même si c'est de la propagande. Donc c'est ça l'agir stratégique. Vous utilisez de la démagogie pour convaincre les gens, vous manipulez les gens, ou même vous utilisez la corruption pour que les gens puissent voter pour vous. Et après cela, vous allez là-bas au niveau des instances de décision et vous représentez. C'est ça que l'on appelle en espace public la crise de la représentativité. C'est quoi? Parce que je pense que c'est revenu lors des examens des années précédentes. C'est quoi la crise de la représentativité? C'est le fait que, avant de venir à cette question, je tenais à éclaircir qu'il y a deux types de démocratie en espace public. La démocratie directe, la démocratie indirecte ou bien la démocratie délibérative.